Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, comme le présentait tout à l'heure Xavier Faure, cette première matinée est plutôt dédiée à une vision un petit peu plus large de la copropriété. Et nous avons pensé qu'il était important de resituer la copropriété dans les actions publiques. Parce que voilà, il y a des choses qui se passent, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à Montréal. Cette présentation sera assez brève dans la mesure où dans les autres tables rondes de la journée, les différents sujets seront de nouveau réabordés. Voilà, donc je laisse la parole à Caroline Grandjean qui va nous parler un petit peu des dispositifs et des préoccupations de la ville de Paris. Oui, avec plaisir. Je ne sais pas si on peut mettre le diaporama que j'avais prévu de vous passer très rapidement, rassurez-vous, en 5-10 minutes. Impeccable. Pardon. Il est là et il faut que j'arrive à maîtriser la zapette. Impeccable. Entendu. Bien. Alors, donc, Paris et la copropriété, c'est une histoire forcément importante puisque on a plus de 3 logements sur 4 qui aujourd'hui à Paris sont en copropriété, donc plus d'1 million de logements parisiens sont en copropriété. C'est dire si nous sommes obligés de regarder ce que font les copropriétés en matière de politique du logement et de l'habitat. L'action municipale vis-à-vis des copropriétés, elle prend des formes multiples. On a une première grande action de protection sur différents thèmes. Le premier, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Je reviendrai, rassurez-vous, sur ces différents sujets. Et le deuxième, devenu de plus en plus prégnant ces dernières années, c'est la protection des locaux d'habitation contre le développement des meublés touristiques que nous cherchons à encadrer au mieux. Un des deuxièmes grands thèmes, et c'est le cœur de l'action de Planète Copropriété notamment, c'est l'amélioration des bâtiments et notamment toutes les préoccupations en matière de rénovation énergétique. Depuis de très nombreuses années, nous œuvrons en matière d'amélioration de l'habitat privé et de plus en plus avec la mise en place d'un plan climat parisien. Les enjeux de rénovation énergétique, mais on le verra, qui s'étendent à des sujets de végétalisation, d'amélioration du cadre de vie, voire de surélévation, font partie des politiques que nous soutenons vis-à-vis des copropriétés. Et enfin, Paris cherche à innover par plein de biais. Nous avons notamment un programme dans le domaine du logement social, de création de logement social dans le secteur diffus. J'y reviendrai très rapidement puisque ce n'est pas le cœur de l'objet aujourd'hui. Nous avons mis en place aussi des aides pour essayer de réduire la vacance dans les logements et remettre sur le marché locatif des logements qui aujourd'hui sont vides et peuvent poser aussi des problèmes dans les différentes copropriétés. Et enfin, nous travaillons sur de nouvelles formes de copropriété, notamment à travers le thème de l'habitat participatif. Là aussi, j'y reviendrai. Un appel à projet a été lancé. Nous avons des lauréats avec qui nous travaillons et nous ambitionnons de développer cette nouvelle forme. Alors évidemment, ça reste encore très anecdotique sur le plan quantitatif, mais c'est particulièrement intéressant sur le plan de la forme que prennent ces nouvelles copropriétés. Un petit mot sur l'habitat indigne. C'est une action que la municipalité parisienne mène avec une grande force depuis 2001, avec un programme de résorption de l'habitat indigne qui a permis de traiter à peu près 1000 immeubles qui étaient dans des secteurs principalement 18e, 19e, un peu du 20e, beaucoup du 13e. Et où nous avons accompagné les copropriétés, soit par des accompagnements aux travaux, soit jusqu'à de l'appropriation publique et dans un objectif d'intérêt général d'y créer du logement social. Ces actions d'ampleur ont été menées avec l'aide de partenaires importants pour la ville, qui sont des opérateurs de la ville de Paris, une société d'économie mixte qui s'appelle la SIAMP, qui est ensuite transférée à une autre structure qui s'appelle la Soreca. Cette action en matière de lutte contre l'habitat indigne, et je crois que vous aurez un témoignage cet après-midi de la directrice générale de la Soreca qui vous expliquera plus en détail comment elle fonctionne. Avec l'objectif d'une action globale, c'est-à-dire qu'on va du diagnostic sur le bâti jusqu'à des démarches de relogement des personnes qui sont dans des situations difficiles et jusqu'à un accompagnement des travaux ou même la réalisation des travaux par la puissance publique. Et puis une actualité particulière ces derniers mois, puisque, vous l'avez sans doute noté, le statut de la ville de Paris évolue. Nous reprenons un certain nombre de compétences qui, à Paris spécifiquement, étaient exercées par le préfet de police, et c'est notamment le cas en matière de péril.
Donc à partir du 1er juillet 2017, la compétence de péril des habitations sera dans le giron de la maire de Paris, ce qui est le cas dans l'essentiel des communes françaises, mais qui n'était pas le cas à Paris. Donc nous aurons l'ensemble des leviers d'action de l'insalubrité jusqu'au péril en matière de lutte contre l'habitat indigne, avec l'objectif de renforcer encore l'efficacité de l'action publique en la matière. On peut considérer qu'on a à peu près traité les sujets d'habitat indigne visibles à Paris aujourd'hui en 2017, même s'il reste encore quelques immeubles dont on peut se dire, quand on fait nos petites campagnes, notamment sur le Ravellement, qu'ils mériteraient encore un examen. Maintenant, le sujet auquel qu'on rencontre, c'est de l'habitat indigne plus diffus, qui ne se voit pas forcément. On a notamment au niveau du service technique de l'habitat, donc qui est à la ville de Paris, plus de 5000 signalements par an en matière d'hygiène et de salubrité, et ça se développe. On assure derrière des mises en demeure au titre du règlement sanitaire départemental, et on va, lorsque le propriétaire ne fait pas le nécessaire, jusqu'à faire 300 opérations de travaux d'office, avec une part très, très significative et de plus en plus importante de situations d'incurie dans le logement. Donc ça, vous le connaissez sans doute, ce sont des personnes, quel que soit leur milieu social et leur niveau de vie, qui se mettent à accumuler énormément d'objets dans leur logement qu'ils n'arrivent plus à jeter. Et qui se retrouvent dans des situations qui commencent à poser des problèmes, à la fois pour l'ensemble de la copropriété, parce qu'il y a des questions d'odeur parfois, et puis des risques en termes de sécurité qui sont forts, puisque le risque incendie augmente compte tenu de la capacité calorifique parfois de ce qui est stocké dans le logement. Donc là-dessus, nous avons une action assez importante qui se développe de plus en plus, qui est à la frontière entre l'intrusion pour aller vider le logement et permettre à la personne et à la copropriété de vivre plus normalement, et le social, puisque ces personnes-là sont en difficulté. C'est une maladie reconnue et qui mérite d'être accompagnée. Nous travaillons encore à renforcer les accompagnements sociaux et médicaux sur ces sujets-là, mais l'approche d'une personne en situation de Diogène, comme on l'appelle, nécessite qu'on développe de nouvelles compétences qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Et puis, en matière d'action de lutte contre l'habitat indigne dans le diffus, nous avons lancé fin d'année dernière un plan chambre de service, avec l'objectif, dans les 3 ans qui viennent, de réussir à restructurer 1000 chambres. L'atelier parisien d'urbanisme avait attiré notre attention sur le fait qu'un grand nombre de chambres de service étaient vacants, pour plein de raisons, non décents, ne pouvant pas servir au logement, dans des secteurs où nous avons envie de développer le logement, notamment plutôt le centre et l'ouest parisien. Et donc ce plan vise à faciliter la restructuration de ces chambres, à la fois avec des leviers incitatifs, c'est-à-dire des aides aux propriétaires et aux copropriétés pour pouvoir faire des travaux de regroupement, et aussi parfois un peu de coercitif quand on constate, et ça a été le cas dans les premières enquêtes qu'on a menées, des situations d'habitat indigne qui nécessitent que la puissance publique intervienne et aille, pourquoi pas, jusqu'à l'appropriation de certaines chambres et la création de logements. Donc voilà, en matière d'habitat indigne, les quelques évolutions. Les meublés touristiques, là aussi, je fais une petite incidente, mais nous avons, à la ville de Paris, participé au salon de la copropriété. Peut-être certains d'entre vous y sont passés au mois de novembre dernier, sur le stand de la ville de Paris, qui avait vocation à faire de la promotion d'un certain nombre de nos dispositifs, j'y reviendrai, Multiloc, Éco-Rénovons Paris. L'essentiel des copropriétaires que nous avons rencontrés et qui sont venus nous voir se plaignaient des nuisances générées par les meublés touristiques qui s'étaient développés dans leur immeuble. Donc les valises, le bruit, les personnes qui rentrent à 3, 4, 5 heures du matin. Donc on sent que c'est un sujet qui préoccupe le voisinage, c'est un sujet qui préoccupe la ville de Paris de fait, pour ça d'une part, mais aussi parce que nous avons un enjeu en termes de perte de résidence principale. Entre 2015 et 2016, le recensement du nombre de résidences principales à Paris a montré qu'il y avait une baisse de 3000 résidences principales, dont nous n'avons pas précisément toutes les causes. On peut imaginer que ça n'est pas que le meublé touristique, mais on sait que c'est une vague de fonds qui soustrait des logements dont les Parisiens pourraient avoir besoin pour les transformer en hôtels. Les hôteliers s'en plaignent évidemment, mais les voisins de ces hôtels qui ne disent pas leur nom subissent également les difficultés de ces meublés. Donc
Nous avons des leviers pour agir, avec un règlement municipal qui encadre l'usage d'habitation et qui demande, quand on se transforme en habitation, en activité, quand on fait du meublé touristique à l'année, à ce qu'il y ait des compensations, donc un système financier qui, a priori, devient tout de suite moins incitatif sur le plan de la rentabilité de son bien. La réglementation limite par ailleurs à 120 jours les locations en meublé et en résidence principale. Donc il ne s'agit pas pour la ville de Paris d'interdire à tout un chacun de louer pour le week-end ou 2-3 semaines pendant les vacances d'été pour participer au financement de son logement notamment. Mais tout ça est encadré dans le cadre d'un délai contraint de 120 jours. Et nous avons une équipe de contrôleurs dédiés, donc qui s'est renforcée ces derniers temps, qui mène des enquêtes sur Internet, qui se rend sur le terrain, qui fait des opérations coup de poing dans les secteurs où on sait que le meublé touristique se développe et qui peut aller jusqu'à obtenir des amendes de 50 000 € avec des astreintes complémentaires de 1 000 € par jour et par mètre carré si la situation perdure. Voilà. Et puis une petite actualité sur 2017, puisque désormais, tous ceux qui voudront louer, on attend la publication du décret, mais tous ceux qui voudront louer leur logement ou un logement en meublé touristique devront le faire avec un numéro d'enregistrement. Donc on attend impatiemment cette publication de décret pour pouvoir le mettre en place à Paris, avec l'objectif derrière de faciliter, de renforcer les contrôles. On a tout un tas d'outils de scrapping pour aller sur les sites internet et on va accélérer, absolument. Alors, je passe à la suite. Pour vous illustrer très rapidement l'ampleur du phénomène, une petite photographie de la densité, du nombre d'annonces de logements sur Airbnb. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'elles sont toutes illégales, mais un certain nombre d'entre elles probablement le sont. Entre mai 2015 et juillet 2016, donc sur un an, on voit que la densité augmente. Et ce sont des données qu'on a sorties du site Airbnb. Alors, je cite Airbnb, les autres plateformes sont un petit peu moins connues, mais elles sont également très actives sur Paris. Un petit mot de rénovation énergétique et d'accompagnement des travaux en matière d'habitat privé. Là aussi, la ville de Paris œuvre depuis de nombreuses années pour accompagner les copropriétés. Cette petite image vous montre les différents dispositifs qu'on a au fil des ans mis en œuvre en matière d'habitat privé, avec le partenariat bien sûr de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. On a testé différentes choses. On a commencé par un accompagnement relativement léger avec des audits énergétiques qui permettaient d'expliquer aux copropriétés. Donc c'est le petit 1, Objectif Climat, ça s'appelait, entre 2008 et 2014. Et on finançait donc des audits énergétiques. Ensuite, on s'est rendu compte que financer l'audit ne suffisait pas à convaincre la copropriété. Donc on a essayé d'être un petit peu plus actif et de cibler sur un territoire qui était le 13e arrondissement. Et ça a débouché sur des programmes de travaux votés. Il y avait également de l'argent à la clé mis par la collectivité pour pouvoir financer ces travaux. On ciblait plutôt des immeubles des années 70. Ça a plutôt bien fonctionné. On voit d'ailleurs le résultat de ces travaux en ce moment. Ensuite, on a ciblé le 19e entre 2014 et 2020, donc avec un accompagnement de 76 adresses. On a fait une petite tentative un petit peu plus large où on n'était pas uniquement sur la rénovation énergétique, mais on regardait aussi un bâti plus ancien avec de l'amélioration de la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle l'OPA 2D2E, donc c'était dans le quartier de la République, où on avait identifié des thèmes innovants, donc végétalisation, amélioration des cours intérieurs, etc. Et nous en sommes aujourd'hui forts de ces différentes expériences au lancement donc d'une opération que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, qui a été lancée en 2016, qui vise à accompagner 1000 immeubles dans Paris sur des programmes de travaux globaux qui vont de la rénovation énergétique, avec un certain nombre de prescriptions thermiques bien sûr, à de la végétalisation, des projets de surélévation. Alors je voudrais signaler la présence dans la salle de Nicolas Billotte, qui va se lever, voilà, qui est pour la ville de Paris le responsable de ce programme et qui pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser entre deux réunions ou même sur l'heure du déjeuner. Et ce programme fonctionne bien puisque nous avons déjà 163, je parle sous son contrôle, 163 adresses qui sont lauréates. Et qui feront l'objet d'un accompagnement poussé pour, nous l'espérons, aller jusqu'aux travaux. Et des financements à la clé qui sont relativement conséquents, puisque la ville de Paris a mis 35 millions d'euros sur la table pour accompagner ces travaux.
Vous voyez quelques petits logos en bas de cette page. Cette opération, nous ne la menons pas seuls, nous la menons en partenariat notamment avec l'Agence parisienne du climat, dont vous trouverez quelques prospectus et dont la directrice générale sera également présente cet après-midi, qui est le point d'entrée pour nous de cette opération et qui œuvre beaucoup plus largement d'ailleurs en matière de rénovation énergétique, à la fois vis-à-vis des copropriétés avec une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, mais aussi vis-à-vis des professionnels pour animer les filières. Donc je vous invite là aussi à vous rapprocher d'eux si vous ne les connaissez pas encore. Et puis 2 opérateurs privés avec qui nous avons passé un marché, qui sont Solia et Urbanis, qui assurent cet accompagnement individualisé des copropriétés, parce qu'on sait que la principale difficulté pour aller jusqu'à des travaux d'ampleur, c'est de convaincre et d'expliquer que ça sera mieux après et que l'investissement en vaut la peine. Un petit mot sur les innovations. La mobilisation du parc de logements vacants, estimé, alors là c'est toujours très compliqué dans Paris, à peu près 12 000 logements qui seraient aujourd'hui vacants et qui pourraient bénéficier à des Parisiens qui cherchent à se loger. Nous avons un projet qui s'appelle Multiloc, un programme en partenariat avec des agences immobilières qui permet, en contrepartie de financement de travaux, de remettre sur le marché en location, avec la contrepartie d'un loyer un peu inférieur au prix du marché, des logements qui sont vacants. J'avance. Un autre programme qui s'appelle Louer solidaire, qui là vise à louer à des opérateurs conventionnés avec la ville, donc avec une garantie de paiement du loyer, des efforts sur les remises en état du logement, puisque tout est pris en charge par l'association qui est conventionnée avec nous. Et nous y plaçons des familles en difficulté ou qui sont en lien, enfin en accompagnement social un petit peu plus important, avec l'objectif qu'au bout de 18 mois, ils puissent bénéficier d'un logement et être prêts à aller dans un logement social. Et puis de nouvelles formes d'habiter, j'en dis quelques mots et on pourra approfondir si vous le voulez. Nous avons lancé donc en 2014 un appel à projets sur 3 parcelles dont la ville était propriétaire pour susciter des projets d'habitat participatif. Immense succès, seulement 3 parcelles, mais énormément de groupes qui avaient candidaté, donc des groupes qui se constituaient, qui avaient fait l'effort donc de travailler ensemble, de présenter un projet, de présenter des maquettes. Ça a fait l'objet, c'est la photo que vous voyez à l'écran d'une présentation au pavillon de l'Arsenal sur les différents projets qui avaient été constitués. Très intéressant sur le plan humain. De voir comment ces groupes se sont constitués et ont voulu présenter un projet de vie, un projet d'habitation et de vie. Nous avons aujourd'hui des discussions qui se finalisent avec 3 lauréats sur à la fois les formes juridiques, à la fois le montage financier et opérationnel de ces schémas d'habitat participatif qui sont pour nous assez innovants. D'autres collectivités et d'autres pays sont plus avancés et on cherche à rattraper notre retard. Donc on devrait, courant 2017, faire ces premières sessions pour que les travaux puissent enfin s'engager et qu'on voit en vrai la façon dont ça fonctionne. Et ces projets-là vont se poursuivre. Je le disais en introduction de manière un peu... voilà, ça ne sera pas le schéma de demain, mais on essaye d'en mettre de plus en plus, et notamment sur un quartier qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, que vous connaissez sans doute, dans le 14e arrondissement, qui est un site un peu emblématique parce qu'on a voulu une occupation intercalaire associative, innovante. Et là aussi, nous avons fait le choix de placer de l'habitat participatif à cet endroit-là. Donc le montage sera en cours, mais on est très attentif à ces nouvelles formes de copropriété. Alors ce sont des projets longs, 2014-2017, on voit qu'il a fallu travailler avec les groupes. Il faut que... un collectif se constitue, se mettre d'accord, ça prend du temps. Nous aussi, on a pris un peu de temps parce que ce sont des formes un peu nouvelles. On veut être certain que tout va bien fonctionner. Mais je suis assez convaincue que ces formes d'habitat sont une reproduction, on va dire, de ce que pourrait être la ville de demain en termes d'innovation, d'ouverture sur le quartier, en tout cas de ce qu'on a envie de faire à Paris. Voilà, j'ai été trop longue, mais je m'arrête. Voilà. Oui, 5 minutes, pas de problème. Mais c'était intéressant, donc on vous en remercie. On voit à travers votre présentation qu'il est difficile de résumer en quelques mots toutes les actions de la ville de Paris en faveur des copropriétés, que ce soit au niveau des logements, au niveau du bâtiment en tant que tel, notamment en rénovation énergétique, ou en se projetant vers demain, en réfléchissant à de nouvelles formes d'habitat. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à nos amis belges, et notamment donc Jean-Pierre Lannoy, qui est à ma gauche, et qui va vous présenter de manière rapide.
C'est l'ordinateur qu'il faut. Non, c'est l'ordinateur. Et t'as tout cassé. Et donc qui va nous présenter en fait ce qui est mis en place à Bruxelles, où là aussi la copropriété fait partie des outils et des sujets traités par les collectivités. Pardon. D'accord, merci. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, de me céder la parole. Je sais que j'ai 5 minutes, voilà. Mais j'y vais consacrer quelques secondes à simplement souligner la présence de mon vice-président, qui est l'autorité des agents immobiliers, Nicolas Boitillon, qui est vice-président de l'Institut des professions immobilières, qui est notre autorité de régulation pour l'ensemble de la Belgique. Assisté d'ailleurs de son passe-président Yves Van Hermen, ainsi que quelques confrères. Voilà, je leur ai consacré quelques secondes, c'était normal. Merci pour toute cette délégation belge qui vient nous voir et qui est... Alors voilà, 5 minutes pour vous présenter Bruxelles. Alors déjà, regardez, Bruxelles, je suis désolé, mais je vais me mettre debout parce que sinon ça ne va pas aller. Alors comme je suis... Voilà, ça va beaucoup mieux. Bruxelles, région de Bruxelles, capitale. Pourquoi région ? Nous allons éviter les problèmes communautaires, sinon nous sommes partis pour l'ensemble de la journée, les problèmes communautaires belges. Simplement pour vous situer que Bruxelles, naturellement, la carte est située sur la gauche, est entourée de 19 communes. Et ces 19 communes forment finalement un total d'habitation de 1100 habitants. Donc quand nous parlons Bruxelles, nous parlons fréquemment de Bruxelles, région de Bruxelles, capitale. Alors, vous voyez, premier problème que nous avons, c'est que vous voyez Bruxelles là autour de... Vous avez la Belgique, vous avez là autour un petit cercle, tout au bien nos centres, et naturellement entouré naturellement d'une province qui est néerlandophone. Voilà, alors ça nous pose naturellement également des gros problèmes parce que Bruxelles est là. Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale a une surface de 161,4 km², je l'ai appris en réalisant le PowerPoint, et pas plus. Et ce sera toujours comme ça. Donc, premier enseignement, Bruxelles, ville de copropriété, bien entendu, puisque nous annonçons, bien entendu, une densité de population avec un accroissement prévu en 2060 de plus de 26% de la population. Donc, copropriété répondra, premier élément, aux besoins de Bruxelles, qui va bien entendu devoir s'adapter à cette question impérative. Alors, quand vous savez, souvent les Français nous disent « Ah, c'est Bruxelles qui a décidé, c'est Bruxelles qui a décidé », ça nous fait toujours un tout petit peu mal, parce que nous, région Bruxelles-Capitale, on décide de rien, on est comme vous, on est soumis aux dispositions européennes. La seule chose, c'est que nous sommes une capitale européenne et que nous devons naturellement prévoir toute une série de choses pour recevoir toute cette activité qui constitue une réelle activité économique, mais également une activité dans le logement, puisque de plus en plus d'ailleurs de fonctionnaires européens font acquisition d'un bien à Bruxelles et nous rajoutons tout ça, bien entendu, à notre densité de population. Problème communautaire, on est bien au courant à travers le monde entier que nous avons quelques soucis à ce niveau-là. Je vous en ai parlé. Et gros problème de mobilité, puisque, rappelez-vous, nous sommes au centre de la Belgique, mais au centre de l'Europe. Voilà, mais au centre d'un réseau routier excessivement dense et que pour traverser l'Europe, la plupart du temps, on est bien obligé de passer par Bruxelles, ce qui donne le titre de ville la plus, avec une densité urbaine non seulement de plus en plus importante, et la ville où on circule le moins facilement. D'ailleurs, au monde, j'ai entendu. Donc, nous battons largement Paris sur ce niveau-là. Alors, Bruxelles, une ville de copropriété, oui, parce qu'on avait une volonté de rénovation du tissu urbain. Pourquoi ? Parce que nous avions encore une autre particularité, figurez-vous. Vous savez, les Belges, c'est pas si évident à comprendre leur comportement. Nous avions un centre-ville qui était très pauvre, manquant de rénovation urbaine. Et quand vous alliez comme ça dans nos boulevards du centre-ville, oui, la Grand Place, tout le monde connaît. Quand vous alliez un peu plus loin, vous aviez comme ça une paupérisation urbaine et des logements qui n'étaient vraiment plus des logements correspondants. Et donc, nous avions notre volonté à travers les villes, à travers cette région, de vouloir procéder à des contrats de quartier, de vouloir vraiment rentrer en contact avec les habitants, à pouvoir initier toute une série de rénovations à travers toute une série de subsides pour naturellement que les gens rénovent leur habitation. Et également, nous avions des gros espaces à rénover. Et nous avions de gros espaces, et dont l'un qui est le plus important, qui est pour Bruxelles-Capitale, la rénovation canal. Oui, parce que nous avons aussi un cours d'eau c'est pas un cours d'eau, c'est un canal. Il n'est certainement pas aussi joli que le vôtre, que la Seine, bien entendu, mais il est quand même là. Eh bien, on a essayé de le rendre le plus que possible attirant.
Et ce qui a donné naturellement ça. Alors le projet de rénovation canal, c'est naturellement ça traverse l'intégralité de Bruxelles et nous avions de part et d'autre, naturellement à travers ce canal, c'était pas tellement bien fréquenté. Alors vous allez voir pourquoi c'était pas tellement bien fréquenté, parce qu'un peu plus loin, il bordait Molenbeek. Molenbeek, commune naturellement, mondialement connue. Et oui, effectivement, on était là. Alors on va en parler 30 secondes aussi à consacrer. Qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis quelques années? Des nouvelles copropriétés. Elle est haute, celle-là, c'est une des plus grandes copropriétés, qui a été la plus haute copropriété, qui est en même temps également qui génère des services. Alors là, on a certainement été copié quelque part à Montréal pour trouver des services qui sont donnés aux personnes qui y habitent. Et alors, ça ne se voit pas encore, mais on a toute une série de tissus urbains qui a été naturellement, qui s'est étendu. On a des nouveaux immeubles qui se sont implantés, mais on fait ça par quartier. On préfère travailler par quartier que par unité, puisqu'un quartier doit se rejoindre avec un autre quartier, de telle manière que nous avons une diversité qui est assurée. Alors par exemple, on va même, dans cette diversité d'affectation, on va même à vous créer, là c'est une belle annonce, c'est notre prochain musée d'art moderne, qui est une ancienne affectation de ce qu'on appelle un concessionnaire automobile Citroën. Ça appartenait à Citroën, il est magnifique, et il va être réaffecté en musée contemporain à partir de 2020. Et vous voyez sur la photo de droite, là, une superbe photo d'ailleurs, vous voyez ce canal qui est aménagé, etc. Molenbeek, effectivement, situé au bord de Bruxelles. Situé au bord du canal, en longueur de canal. Molenbeek, ce n'est pas tout ce que vous entendez. Molenbeek, c'est une commune normale, comme toutes les communes d'Europe, je crois, ou tout ce que vous appelez les mairies et autres. C'est un petit quartier qui, effectivement, pose beaucoup de soucis. Mais surtout pas, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de venir à, disons, Bruxelles. Et vous voyez qu'on le rénove aussi, comme tout le monde, et nous ne faisons certainement pas la différence. Il ne s'agit pas de créer un ghetto. Retenons peut-être cette notion de ghetto dans le cadre de la copropriété. On en reparlera peut-être cet après-midi. Un superbe projet. Tout est super beau à Bruxelles, un projet mixte qui s'appelle Tivoli Green City, qui a d'ailleurs été présenté au MIPIM de Cannes, qui n'a malheureusement pas reçu un prix, mais qui a été, au tout le moins, nominé comme étant un des projets majeurs au niveau de la rénovation. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce projet? Eh bien, figurez-vous, c'est qu'il est excessivement grand, situé sur une ancienne zone portuaire. Donc une zone, parce qu'on avait aussi un port, naturellement. Ben, on l'a toujours. Mais on s'est dit, une zone portuaire, pourquoi pas la réaffecter à du logement? Parce qu'elle prend énormément de place. Pourquoi essayer pas d'imaginer de travailler par quartier? Et si on travaille par quartier, donc c'est excessivement grand, allons plus loin dans le développement, et là vous voyez toute une série de choses, nous allons y appliquer une diversité industrielle. Et là vous voyez sur votre gauche un bâtiment qui a été reconditionné, et avec des logements naturellement qui suivent et qui sont excessivement étendus. Tout ça est en train de pousser, et je vais vous dire, tout ça est vendu. Alors vendu à qui? Eh bien oui, à des personnes avec des conditions particulières, mais également tout ça forme que des copropriétés. Ce sont toutes des copropriétés qui se développent et qui vont naturellement avoir cette mixité, commerce, industrie. Et finalement, le problème de mobilité, on ne sait pas bouger à Bruxelles, alors pourquoi bouger? Puisqu'on pourra peut-être travailler dans proximité de son logement. Pourquoi pas aller faire ses courses? On aura toute une série de choses. Alors ici, c'est une partie entreprise, comme je vous disais, Greenpeace Brussels, qui est naturellement adaptée. Et à côté, vous voyez une partie logement. Encore une particularité, je reviens peut-être à la côté énergétique, eh bien, c'est que d'ici peu, Bruxelles sera tout en passif. C'est obligé. Tout ce qu'on construit, c'est passif, avec une contrainte. Donc automatiquement, vous avez toute une série d'initiatives qui sont générées, avec naturellement du logement, comme je vous ai dit, 271 lofts, c'était un conventionné, des crèches, commerces, etc. C'est un tout gros projet. Crèche, bien entendu, vous voyez l'allure, ainsi que vous avez buanderie collective, espace didactique, serre expérimentale. Donc nous allons pousser vraiment, c'est un grand ensemble qui pousse vraiment la copropriété à tout ce qu'on peut attendre, panneaux photovoltaïques, réseau de chaleur, centrale de chaleur. Alors, toiture verte, bien entendu, vous voyez que ce sont des grands projets. Ce n'est pas le seul projet qui est développé, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont développés, c'est vraiment une volonté qui est réalisée par qui? Par un partenaire, CityDev, qui est un partenaire public, qui a reçu une mission de la part de la région bruxelloise pour réaliser des partenariats privés, public-privé. Et donc chaque bâtiment est effectivement conçu avec un partenariat
public-privé, ce qui va faire une certaine dynamique finalement et va donner finalement une autre physionomie à ce Bruxelles qui a besoin vraiment qu'on s'en occupe pour essayer de rénover d'une manière globale. Encore quelque chose, vous voyez, c'est quand même pas beau. Hein. On se croit, c'est beau, parce qu'on se croit à quelques mètres du canal, d'une voie d'eau, et naturellement, en plein centre-ville, obtenir ce type de résultat, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Quelques problèmes au niveau, pas des problèmes, des projets de gestion des eaux, tout est prévu, bien entendu, et ça, je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer, mais voilà. Donc moi, je vais dire que des projets pilotes, comme j'ai pu entendre précédemment, oui, il y aura participation publique, oui, habitat groupé, oui, Community Land Trust, qui est une technique, vous l'avez également, de séparation d'acquisition de la propriété, puisque nous avons une acquisition de propriété qui est faite par une séparation du droit d'amphithéose et, disons, une technique de telle manière que ces logements, parce que l'immobilier à Bruxelles est cher aussi, certainement pas aussi cher qu'à Paris, mais il est cher et on est confronté à la même problématique qui permet d'avoir toute cette mixité et de pouvoir recevoir une ville de logement. Voilà, Cécile, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dépassé les 5 minutes, je sais que tu es fâchée, mais bon, non, voilà. Non, mais bravo. Merci pour cette présentation. Bruxelles, donc, se préoccupe des logements et, vous l'avez vu, fait un programme ambitieux de rénovation par quartier, des problèmes de préoccupation de mixité dans les logements, de densification pour répondre aux problèmes de logement. Est-ce qu'on a les mêmes préoccupations du côté de Montréal ? Enfin, avant de parler de Montréal, on peut parler du Canada parce que je n'ai pas de belle présentation comme la vôtre. Souvent en Europe, le Canada est présenté comme étant les grands espaces. Donc, pourquoi a-t-on des soucis en matière de copropriété? Alors, il y a 3 grands axes où la copropriété s'est développée au Canada. Colombie-Britannique, vous connaissez les Rocheuses. Donc, on a une ville qui est Vancouver, adossée sur des montagnes, où là, on a commencé à avoir des difficultés dans le développement urbain parce qu'il fallait bien densifier le territoire. Et évidemment, la copropriété sur la Colombie-Britannique s'est développée, mais sur la verticalité, puisqu'effectivement, il n'y a plus de territoire en termes de développement. Donc, la copropriété est un moteur de développement en termes de logement collectif. Toronto, la plus grande ville canadienne en termes de population, bien, c'est une ville qui est accolée à un lac, un immense lac, mais il n'y a plus de place pour développer. Donc, on a développé des tours. Donc, évidemment, comme Européens, où souvent la publicité du Canada, ce sont les grands espaces, les grandes forêts, les grands lacs, mais ils sont fous, les Canadiens. Ils ont de l'espace pour développer. Mais la réponse est non, parce que cette densification se fait dans les centres urbains. Et parlons maintenant du Québec, parce qu'on est une société distincte à travers ce demi-continent qu'est le Canada. Mais la particularité, c'est qu'on a adopté la législation française de 65. Enfin, on était un peu comme les Japonais en 69. On s'est dit, bien, ils ont un truc ici en France qui semble bien fonctionner. Donc, on a adopté le système législatif de la loi de 65 en 1969. 1969, la copropriété, c'est un truc bizarroïde parce que nous étions essentiellement un peuple de locataires, donc on avait des logements locatifs. Mais par la suite, on a eu l'accession à la propriété, donc développement de maisons de bois, enfin, ossature de bois, et on a développé sur toute la couronne extérieure de Montréal. Pour que ceux qui ne sont pas très familiers avec la ville de Montréal, nous sommes une ville qui est une île au centre d'un immense fleuve qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent et qui, évidemment, est limité en termes de développement urbain, avec une immense montagne au centre de cette île. Alors, si vous avez déjà visité Montréal, c'est quand même la particularité de voir une montagne sur une île avec un centre-ville. Donc ça, et c'est assez un peu particulier. Mais le développement urbain s'est développé dans ce qui s'appelle la plaine du Saint-Laurent, c'est-à-dire que des terres arables. Et l'État, en 1976 au Québec, s'est aperçu qu'on était en train de bouffer, dans le fond, ces terres qui étaient, dans le fond, propices à l'agriculture pour faire du développement urbain. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, que Paris a connu, évidemment, et qu'on a connu également. Alors, l'État, depuis quelques années, au Québec, souhaite densifier le territoire. Et densifier le territoire avec quoi? De la copropriété. Alors, la copropriété, dans les années 90, c'était un phénomène de bourgeois. Vous savez, au Québec, en 1990, on dit on s'est acheté un condo, parce qu'on appelle ça des condos. Hein, c'est l'expression anglo-saxonne qui fait bien rire ici lorsqu'on parle de condo, parce que ça amène une autre image. Mais il reste que lorsqu'on achète un condo au Québec, dans les années 90, c'était une réussite sociale. Dans un club de bridge,
j'ai acheté un appartement en copropriété. Ah bon, formidable, c'est bien. Alors, il faudrait peut-être nous aussi acheter un appartement parce que c'était socialement très bien vu. Bien, la copropriété, en 2017, c'est plus du tout ça. Et malheureusement, le législateur a toujours eu à l'esprit que c'était un phénomène de bourgeois, la copropriété. Alors, tandis qu'aujourd'hui, c'est le mode d'accession à la propriété. Les jeunes familles accèdent à la propriété grâce au logis collectif en copropriété. Donc, une diversification, évidemment, des gens qui ont des capacités économiques qui sont moindres. Et malheureusement, la législation québécoise, qui a été modifiée en 1994 pour un peu s'adapter au régime français de syndicats de copropriétaires, n'a pas évolué. Et nous commençons à vivre, et j'écoute votre présentation ici à Paris, quelques soucis de bâtiments qui connaissent avoir des états de vétusté, où on n'a pas malheureusement entretenu le bâtiment. Et ce qu'on essaie d'éviter, dans la mesure du possible, c'est l'intervention de l'État en termes financiers, parce que vous avez une particularité ici en Europe qui peut justifier, mais on trouve ça un peu anormal que l'État subventionne la rénovation des bâtiments en copropriété. Donc, c'est peut-être plus l'approche nord-américaine, peut-être plus capitaliste, mais il reste quand même au Québec, depuis 1994, la notion de fonds de travaux qui existe maintenant en France, je pense, depuis le 1er janvier 2017, bien, elle existe depuis 1994. Et tout récemment, le législateur français a produit une mesure qui est similaire à celle de 1994, et où aujourd'hui, nous on dit, 1994, totalement insuffisant, on en parlera un peu plus tard dans la journée, et on prédit que la France, vous ne réglerez rien avec ce fonds de travaux à 5 % parce qu'on a fait la preuve que 5 % c'est insuffisant. Donc, on en parlera durant la journée, et on a une approche qui est beaucoup plus socialiste, c'est drôle à dire, chez nos amis américains et canadiens, sur la notion de fonds de prévoyance, qui est devenu maintenant obligatoire, avec des études de fonds de prévoyance obligatoires. Or, on force l'épargne collective en Amérique. Alors, peut-être le côté positif, pour éviter peut-être que l'État intervienne financièrement dans des réhabilitations de copropriété. Bon, ça va venir chez nous quand même. Alors, donc, il y a une vision de la copropriété qui est peut-être plus socialiste d'une certaine façon au Québec, mais on est bien conscient que la copropriété, elle doit bien se comporter, parce que ce qui nous guette, c'est que si on parle de problématiques de copropriété dans les condos, bien, les gens vont se dire, est-ce que c'est un bon modèle d'accession à la propriété? Et ce qu'on craint beaucoup chez nous, c'est la perte de confiance du public à l'égard de ce logement collectif, pourtant essentiel en termes de densification du territoire. Donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est de partager les expériences heureuses de chez nous. On va essayer de vous parler le moins possible des expériences malheureuses. Et évidemment, si vous venez à Montréal, bien, vous allez voir maintenant des grandes tours d'habitation. On a créé une tour récemment de plus de 500 lots en verticalité à Montréal. Donc, on pousse de plus en plus à cette verticalité, justifiée par la densification du territoire. Alors, merci. Merci beaucoup, Yves Jolicoeur. Comme vous le voyez, il se passe des choses dans les différentes villes, dans les différents pays. C'est la copropriété et reste un outil indispensable dans les villes pour conduire des politiques. Et on se rend compte que selon les cultures, selon les histoires des pays, le domaine, l'instance publique est plus ou moins présente, agit en rénovation de quartier, essaye de prévoir la densification et de répondre aux besoins de logement, intervient de manière un peu plus poussée sur le logement privé comme à Paris ou ailleurs en France. Voilà, la copropriété, bien sûr que c'est un bâtiment, bien sûr que c'est du logement, bien sûr que c'est un lieu de vie, mais c'est aussi au centre des préoccupations publiques. Voilà pour cette première présentation. Je vous remercie pour tout ce que vous avez à dire. Dommage de ne pas avoir eu plus de temps pour vous écouter. Mais nous avons un programme dense.